Et je crois que les États-Unis ont tous les intérêts à changer cette situation, toute urgence. La façon dont les États-Unis a géré la guerre et la négociation a rendu les Iraniens très arrogants, très culottés. Ils arrivent à s'exprimer et faire des choses vraiment, ce qui oblige les États-Unis de réagir. Maintenant, ce genre de réaction a une seule nature, c'est de se dégrader de plus en plus en ampleur. Et c'est ce qui peut arriver s'il n'y aura pas une intervention rapide et surtout un changement de direction des Iraniens. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on vous a sollicité au départ pour parler de la situation dans le Golfe Persique qui reste toujours très tendue entre les Iraniens et les Américains. Mais avant tout, je voudrais qu'on mentionne un anniversaire. C'est aujourd'hui, 12 juillet, les 20 ans du début de la guerre du Liban. Bien entendu, la guerre du Liban. Voilà, la seconde guerre du Liban. Je suis certain que vous avez eu l'occasion de combattre à cette époque dans les rangs de Tsahal, et je voudrais avoir avec vous, peut-être si l'on peut dresser une sorte de comparaison entre la situation de l'armée aujourd'hui et la situation de l'armée à l'époque, en rappelant peut-être qu'à l'époque, l'armée israélienne avait été très sévèrement critiquée par les commissions d'enquête qui avaient fait suite à la guerre du Liban. Oui, tout d'abord... avant de parler de la situation de l'armée aujourd'hui et à l'époque, il faut surtout parler de la situation politique d'aujourd'hui et à l'époque. À l'époque, le niveau, l'échelle politique n'avait aucun envie d'accrocher avec le Hezbollah, et donc il a adopté une méthode de laisser faire, de ne pas accrocher, ne pas frotter, ne pas avoir trop de confrontation directe. Voilà. Il faut rappeler, on va dire pour les personnalités qui étaient à la tête de l'État d'Israël, c'était Ehud Olmert qui était le Premier ministre, et c'était le général Dan Khalutz qui était le chef d'état-major de l'armée israélienne. Ouais. Ok, et Peretz était le ministre Voilà, et effectivement, Amir Peretz, qui était, on va dire, sans expérience véritable sur le plan sécuritaire, c'était lui qui était le ministre de la Défense. Ouais. N'empêche qu'il a fait pas mal de choses très importantes. Il a fait d'homme de fer, oui, effectivement. Ouais. Mais bon, la stratégie a été de ne pas approcher le Hezbollah, les laisser faire là où ils sont et surtout ne pas avoir un accrochage. Et malheureusement, cette stratégie n'a pas changé, même malgré la deuxième guerre du Liban, n'a pas changé jusqu'au 7 octobre. Et voilà, on a trouvé une puissance extraordinaire de Hezbollah, ultra bâtie, ultra équipée, avec des liens en direct à travers la Syrie avec l'Iran. Des dizaines de milliards ont été éjectés sur place en équipement, en armement, en munitions. C'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte, la seconde guerre du Liban, elle aurait dû être une sorte d'avertissement pour l'armée israélienne, d'un réveil, mais et on n'en a pas tenu compte, même si à l'époque, dites-moi si je me trompe, mais le chef d'état-major après, c'était Gabi Ashkenazi, qui lui a tout de même modifié l'armée un peu, même s'il n'a... Alors voilà, Gabi, tout ce qu'il a fait, c'était de reconstruire l'armée. Il a rien fait à l'extérieur. Si vous voulez, il avait une petite opération au Ferret-Yetsuka qu'il avait au sud avec Yoav Gallant en tant que de chef de sud. Pardon. Mais réellement, le principal de ce que Gabi Ashkenazi a fait a été de reconstruire l'armée d'une façon très très solide. Et d'ailleurs, il a fait un travail extraordinaire. Je me rappelle à l'époque, du coup, on a reçu à nouveau des journées de réserve, des budgets, des moyens d'un coup.
Alors que la veille, ça a été, on se rencontrait même Mais, à peine avec nos soldats. Ouais. mais Tsahal est resté dans cette dimension de la Achala, ce que l'on appelle la Achala, c'est-à-dire Alors, c'est pas ça, la retenue. Daniel, vous répétez encore et encore, l'armée. L'armée n'a pas cette position Voilà. de prendre cette décision C'est l'échelon politique. de Achala. Voilà, c'est l'échelon politique qui fait cette décision. Même aujourd'hui, regardez un peu notre situation, sans que je suis positif ou négatif. On est au Liban, on est en Syrie, on est à la bande de Gaza, ok? Et est-ce qu'on fait le travail qu'on fait? Non, parce qu'il y a l'échelon politique qui nous demande, qui nous donne des restrictions, qui nous donne des ordres. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Est-ce que, alors, je vais revenir sur les causes de la guerre, parce que, c'est-à-dire, est-ce que c'était, on a dit que c'était à cause de l'armée, c'était à nouveau l'armée qui était enveloppée qui était engagée dans des activités policières en Judée et en Samarie pendant la seconde intifada. Non, ça c'est vraiment des attitudes négatives qui disent ça. Ouais. L'armée est là pour garder la sécurité sur tous les fronts de l'État d'Israël. Pointe à la ligne. Et on n'est pas ni policier, ni rien. C'est vrai qu'on est très occupé en Judée-Sumérie, le long de la ligne jordanienne. C'est normal, c'est la frontière la plus longue et c'est là-bas où il se trouve la plupart de ceux qui nous veulent du mal. Ok, l'autorité palestinienne ne tient pas le coup, n'arrive pas à maîtriser. Et regardez Jenin, Shrem et Tulkarem comme exemple. Et c'est à nous de mettre de l'ordre là-bas sur place. Ce dernier temps, on a une jeunesse juive israélienne qui fait pas mal de dégâts et pas mal de honte, d'ailleurs, de ce qu'ils font là-bas. Et on est occupé avec eux aussi. Mais bon, c'est le travail de l'armée, c'est clair. Et là-dessus, on rajoute le front de la frontière nord, la frontière sud, et encore l'Iran, et encore le Yémen, et encore. C'est notre travail. On n'est pas professionnel, on est israélien, on est juif, on défend notre existence, on défend notre pays et notre peuple et nos familles. Alors ça, c'était, on va dire, c'est les comparaisons. Il y en a, je lisais ce matin dans un éditorial que à l'époque, par exemple, les services de renseignement militaire n'avaient pas préparé de carte topographique parce que bien ils pensaient un peu à la mode de l'ancien chef d'état-major aussi, Gadi, non, comment s'appelle-t-il, Moshe Yaalom, qui disait que bon, en fait, les missiles du Hezbollah allaient rouiller sur leur rampe de lancement. C'était ce sentiment que bon, le Hezbollah n'attaquerait on réalisait pas jamais. Alors qu'aujourd'hui, les cartes topographiques, elles sont réactualisées au jour le jour au sein des services des renseignements. Ça veut dire que quand même, on a tout de même tiré les leçons. Tout à fait, mais les leçons ont été tirées il y a bien longtemps. Oui. Vous savez, les opérations qu'on a impliquées sur le Hezbollah ces 3 dernières années ne sont pas venues dans l'air vide. Ils sont venus sur une base de renseignement extraordinaire, vraiment d'une façon inimaginable. Je fais pas allusion qu'aux opérations Biper, je fais allusion à beaucoup d'autres choses qui continuent d'ailleurs aujourd'hui. On a une infrastructure intelligence extraordinaire sur tous les fronts. L'armée aujourd'hui n'a aucune comparaison de ce qu'il était en 2006. C'était quelque chose d'autre. Oui. Alors, je voudrais qu'on revienne maintenant sur l'actualité brûlante aujourd'hui. C'est le cas de le dire. Il y a aujourd'hui à nouveau des tensions. Il y a eu de la nuit dernière des tensions entre les États-Unis et les Iraniens. On voit qu'Israël reste sur la touche. Est-ce que vous avez le sentiment que cette genre de drôle de guerre, si je puis dire comme ça, entre les États-Unis et l'Iran va se poursuivre et qu'on va rester dans ce genre de situation mi-guerre, mi-négociation, mi-guerre, mi-négociation, au moins jusqu'aux élections de novembre? Ou alors vous avez le sentiment qu'à un certain moment, les hostilités vont reprendre comme le 28 février? Tout d'abord, il faut voir qu'est-ce que ça coûte. La présence américaine sur place coûte une fortune, des milliards. Et il ne peut pas se permettre.
Ça, c'est d'une part. Mais il y a quelque chose d'autre qui est bien, bien plus grave. Vous savez, les Émirats, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Qatar, toute cette région en face, l'Iran, ont investi depuis 20-30 ans des trillions de dollars en munitions, en achats, différents achats aux États-Unis, pour une seule raison, pour un seul moment. Et c'est le moment présent. Que lorsqu'il y aura un problème avec l'Iran, les États-Unis seraient là sur place pour les défendre. OK ? Ils ont commencé l'opération, les Américains, en face de l'Iran, et la situation pour les Émirats, pour l'Arabie Saoudite et le reste, s'est aggravée milliards de fois. Oui. C'est-à-dire que les États-Unis ne montrent pas la notoriété, ne montrent pas sa capacité de maîtriser et présenter une protection pour cette région. C'est la situation pour l'instant. Oui, elle peut changer. Je crois que les États-Unis ont tous les intérêts à changer cette situation en toute urgence. La façon dont les États-Unis a géré la guerre et la négociation a rendu les Iraniens très arrogants, très culottés. Ils arrivent à s'exprimer et faire des choses vraiment incroyables, ok ? Et ce qui oblige les États-Unis de réagir. Maintenant, ce genre de réaction a une seule nature, c'est de se dégrader, d'aller encore et encore de plus en plus en ampleur. C'est ce qui peut arriver s'il n'y aura pas une intervention rapide et surtout un changement de direction des Iraniens. Donc la situation est très aléatoire et très très sensible et Israël a été demandé à ne pas joindre pour pas exciter plus la région, chose qui est tout à fait qui va arriver tout de suite du moment où Israël va intervenir. Donc on est à l'attente et on regarde les choses comment ils se développent. Bon, on regarde les choses comme ils se développent, on verra effectivement comment les choses vont se développer ou débloquer au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Merci beaucoup, Meïda. Vous savez, si vous permettez, oui, un dernier mot. Tout le monde se demande, alors quoi, on fait quoi? Quelle est la solution? Elle est très simple, la solution. C'est le monde entier qui doit se réunir et dire aux Iraniens, ça suffit, arrêtez. Arrêtez avec ça. Ça suffit. C'est le monde entier. C'est la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Europe, surtout l'Europe qui n'agit absolument pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais le monde entier doit dire aux Iraniens, ça suffit. Vous gérez une guerre d'idéologie qui n'a plus de place aujourd'hui pour nous. Et voilà. Eh bien, on va en rester là. Merci beaucoup, colonel Meir Daanda, de nous avoir éclairé sur ces deux dossiers aujourd'hui importants, donc le 20e anniversaire de la Seconde Guerre du Liban et la situation dans le détroit d'Ormuz. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, Meir. À bientôt. Shavuot Tov. À bientôt.